Merci pour votre invitation. Donc, j'inaugure une nouvelle présentation de Made in Box. On vient de refaire toute notre identité, notre site et nos outils de communication. Donc, vous avez la primeur de la nouvelle présentation. Juste une petite parenthèse sur Made in Box. C'est une société qui a été créée en 2010 par Next Media Factory, qui est une agence de production audiovisuelle que je dirige avec Annabelle, qui est ici, qui a été créée en 2008. Notre idée de départ, c'était de proposer des outils dédiés à la formation médicale au travers de la vidéo. En 2010, au cours d'une discussion avec la clinique Pasteur, on s'est rendu compte que nos intérêts étaient assez proches des intérêts de la clinique Pasteur. C'est-à-dire que nous, on cherchait à limiter notre empreinte dans les blocs opératoires, tout en gardant un niveau de qualité de vidéo qui soit correct et efficace. Et Pasteur cherchait une solution sans technicien pour pouvoir proposer à ses médecins de faire de l'éducation au quotidien sans avoir à amener dans les blocs des équipes techniques. Alors, j'y reviendrai plus tard dans ma présentation. Et on s'est assis à un moment ensemble, on s'est dit, il y a un truc à faire ensemble, c'est peut-être trouver une solution qui permettrait à la fois à Next Media de servir ses clients et en même temps à Pasteur de satisfaire ses médecins et de rayonner au niveau international, que ce soit sur les congrès ou dans l'éducation de manière plus générale. Voilà. Moi, je suis Nicolas Gostran, vous m'avez présenté tout à l'heure, donc je suis le cofondateur de Made in Box. Je passe sur mes précédents parcours. Qu'est-ce qu'on fait chez Made in Box? Chez Made in Box, au départ, on travaille dans l'éducation médicale. L'éducation médicale, alors ici, on est dans un des sites toulousains dans lesquels les étudiants de médecine viennent passer leur thèse. Depuis toujours, la vidéo a servi à former des médecins. C'est-à-dire que montrer une technique à d'autres médecins, ça a toujours été au cœur de la formation médicale. La contrainte, c'est qu'on ne peut pas amener 50 étudiants dans un bloc. Ça ne marche pas. En revanche, la vidéo permet d'une part de filmer des interventions pour permettre à des étudiants de les revoir, ou en direct, d'avoir des étudiants qui vont se connecter et qui vont pouvoir regarder l'intervention et surtout interagir, poser des questions aux praticiens, savoir pourquoi il fait ça, à quel moment il le fait, etc., etc. Donc, cette partie éducation, ça a été notre moteur initial à la création de Made in Box. Et il y a un deuxième pan qui s'est très vite illustré, c'est toute la partie téléassistance. Alors, la téléassistance, on appelle ça remote proctoring. La partie téléassistance, c'est tout ce qui va permettre à un médecin d'avoir derrière son épaule un autre médecin qui va pouvoir le guider pendant son intervention. Au niveau pratique, ça fonctionne. On pourrait se dire, oui, mais avec un téléphone, on pourrait filmer une opération et puis demander l'avis d'un collègue de l'autre côté. C'est pas aussi simple que ça. On travaille dans des environnements qui sont assez complexes. On a beaucoup d'imagerie médicale. Donc, on a effectivement la vue des caméras, mais on a toute l'imagerie qui est autour du médecin. Le médecin va travailler avec de la fluoroscopie, va travailler sous l'échographie, etc. Et toutes ces données-là sont importantes à avoir pour pouvoir comprendre l'intégralité de l'intervention. Ce qu'on appelle, nous, la téléassistance, le remote proctoring, etc., c'est un deuxième pan qui est vraiment aujourd'hui au centre des problématiques. Et au centre des problématiques, ça m'amène à la slide suivante. Pour quelle raison? Parce que jusqu'à présent, les médecins voyageaient beaucoup. Alors, la crise sanitaire a empêché tout le monde de voyager. Ça a réglé le problème de façon en tout cas temporaire. Mais tout le monde s'est rendu compte que ce n'était pas si simple que ça. C'est-à-dire que le fait de voyager pour aller faire la formation ou aller faire du proctoring, c'était une contrainte de temps. Un médecin, quand il part au bout du monde donner une conférence, il a, comme tout le monde, un jour et demi d'avion, il a un jour ou 2 jours sur place et 1 ou 2 jours pour rentrer. On ne peut pas compresser ce temps-là, et c'est du temps où il ne voit pas ses patients. Ça a un coût, évidemment, ça a un coût pour l'organisation des congrès, ça a un coût dans le cadre de proctoring pour les compagnies médicales. Et le dernier point qui, pour nous, est aussi au centre de la problématique, c'est l'empreinte carbone de tout ça. C'est-à-dire qu'à un moment, on se demande pourquoi on voyage, et est-ce que c'est réellement nécessaire, et est-ce que ça justifie justement tous ces déplacements. Donc le voyage, c'est vraiment un aspect très important. Et la crise du Covid a mis en accent, justement, on s'est retrouvé dans l'impossibilité de voyager. Il a fallu être créatif. Il a fallu être créatif pour tout le monde. Et en tout cas, les solutions de vidéo ont permis de répondre à ces problématiques-là. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec des médecins dans certains centres qui utilisaient des techniques. Alors,
on travaille beaucoup, nous, historiquement, dans le domaine de la cardiologie interventionnelle. Il y a des outils, j'ai en tête une technologie qui s'appelle MitraClip, qui est faite par un labo américain, qui est une réparation de valves mitrales en percutanie. C'est une technique qui est assez compliquée, qui a une courbe d'apprentissage qui est très élevée, et c'est important pour les médecins qui développent cette technique d'avoir d'autres médecins qui vont les guider à distance, enfin qui vont les guider en tout cas de la manière disponible, on va dire, pour cette intervention. Il y a plusieurs aspects à savoir, ça se fait sous l'échographie, ça utilise les rayons X, et il y a un appareil qui est assez compliqué à manipuler, qu'il va falloir regarder parce qu'il y a un certain nombre de réglages à faire, de fils à tirer, etc., etc. Donc, pendant le Covid, on a permis, grâce à des outils comme Medinbox, à des médecins à distance de suivre d'autres médecins et de continuer à traiter les patients. L'autre aspect de la problématique, c'est la problématique technique. C'est-à-dire que vous allez me dire, à un moment, oui, mais avant ça, on se débrouillait très bien. On arrivait à filmer dans les blogs, puisque vous dites que depuis toujours, on filme dans les blogs, c'est vrai. Mais historiquement, nous, quand on a créé Nextmedia avec Annabelle en 2008, on allait au bloc opératoire avec des trépieds de caméra, avec 7-8 techniciens, avec des câbles qui passaient sur les sols. Alors, c'est très rigolo pour les médecins qui adoraient ça, parce qu'il y avait un côté un peu exceptionnel au fait de filmer, mais pour les paramédicaux, c'était un enfer. Eux, leur job, c'est de faire en sorte que ça roule, que les patients passent, etc. Pour les médecins, eux, par contre, étaient sur le devant de l'affiche, et donc ne voyaient pas cet aspect contraignant de la technique dans les blocs. Donc, le problème des équipes techniques, c'est quoi? C'est que ça prend une place folle. Quand on parle de 7-8 techniciens qui n'ont rien à faire dans des blocs, c'est pas vraiment adapté. Le matériel n'est pas adapté. Les trépieds, etc., il faut adapter. Et ça coûte cher. C'est-à-dire qu'avoir une équipe de plusieurs personnes, c'est pas vraiment adapté. Et ça m'amène aussi à la raison qui nous a amené, nous, à imaginer Medinbox. Dans le cadre d'une formation médicale, j'étais à Paris, à l'hôpital Mont-d'Or, et je suis parti pendant un week-end filmer des procédures de prise en charge de l'infarctus. Donc, le principe est simple, hein, c'est pas une opération qui est planifiée, évidemment, parce qu'on a un patient qui fasse un infarctus. Donc, pour filmer ce genre d'intervention, on installe toute une régie technique, puis on va attendre qu'il y ait un pauvre patient qui ait un infarctus et qu'on ait un médecin qui soit prêt à venir déboucher ses artères. Donc, une partie avec une équipe technique, 7-8 personnes, toute une équipe de Toulouse, on est parti à Paris, on s'est installé. Et donc, on a choisi l'hôpital Mont-d'Or parce que c'est celui qui a le plus d'infarctus. On arrive vendredi, on s'est installé, pas de patient, samedi, pas de patient, dimanche, pas de patient. Finalement, on a eu un patient le dimanche soir, juste au moment où on avait démonté. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que pendant ces 3 jours d'attente, on a pu voir un petit peu les contraintes techniques dans le bloc, et on a beaucoup échangé avec les médecins, et on s'est rendu compte qu'eux nous disaient, oui, mais en fait, un infarctus, l'important, c'est de voir l'image de scopie parce qu'on regarde les artères, c'est d'avoir le CG parce que c'est là-dessus qu'on va voir s'il y a un souci ou pas, et ensuite, le geste, on va vouloir montrer des choses, mais potentiellement, on n'a pas besoin de toute votre équipe. Si vous nous mettez une caméra au-dessus, une caméra sur le côté, capter toute l'imagerie, et que nous, on puisse appuyer sur un bouton pour lancer ça, ça sera super. Et surtout que nous, on sait ce qu'on a besoin de voir, alors que vous, votre technicien, il faut qu'on lui dise, oui, mais attends, tiens, montre ça, montre ça. Et là, l'idée a germé, et je me suis dit, ouais, il y a un truc à faire, il faut absolument qu'on sorte les techniciens du bloc, qu'on sorte le matériel, et qu'on puisse mettre en place des solutions qui soient beaucoup plus simples. Mais grosso modo, si on doit retenir quelque chose de tout ça, nous, on a créé Medinbox de façon à permettre aux médecins de se former entre eux, de partager leurs images, parce qu'on est convaincu que ce partage, cette collaboration, permet d'améliorer le traitement des patients et au final tout le système de soins qu'il va avec. Alors Medinbox, ça ressemble à quoi? Si on vulgarise, c'est une régie audiovisuelle qui est intégrée dans le bloc opératoire, mais intégrée de façon complètement transparente, c'est-à-dire qu'on va avoir on ne voit pas très bien sur l'écran, mais on a une box centrale sur laquelle on va venir connecter toute l'imagerie médicale du bloc, les caméras. Donc, on a plusieurs types d'intégration de caméras. On a des caméras qui vont être montées sur les cialytiques, des caméras qui vont être montées sur les plafonds. Et on a aussi développé un système de pieds à roulettes qui a un seul câble connecté à la box et qui va permettre de pouvoir aller à n'importe quel endroit dans le bloc pour pouvoir filmer une intervention. On intègre ensuite des micro-casques, pareil, qui permettent aux médecins de pouvoir communiquer avec les personnes extérieures au travers de n'importe quelle plateforme, que ce soit du Zoom, du Teams, du Skype, etc. L'idée étant d'avoir un encombrement minimal et des contraintes techniques qui soient minimales aussi. C'est-à-dire que
avoir un micro HF dans le bloc, ça marche pas, c'est pas possible. Il ne peut pas tenir un micro, le micro n'est pas stérile, ça marche. On a eu travaillé avec des systèmes de micro de scène. Donc, vous avez ce qu'on appelle un body pack, c'est un petit boîtier qu'on va mettre dans la poche, avec un petit fil qui passe, et puis un micro-cravate. Ça reste contraignant. Le retour audio est contraignant, c'est-à-dire que dans les blocs, on ne va pas dire, tiens, on va mettre un micro au milieu, et on va capter tout le son du bloc. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'il y a beaucoup de bruit dans un bloc. Vous avez les systèmes de monitoring, vous avez les gens qui parlent, vous avez le bruit des outils. On ne peut pas mettre un micro d'ambiance et capter tout ça. Donc, la solution, c'est de mettre des systèmes de micro-casques qui vont permettre, d'une part, de parler, mais en même temps d'entendre les gens à distance en étant très, très directionnel dans la captation de musique. Donc, en dehors du matériel, comment ça marche? On récupère toute l'imagerie médicale et on offre une interface qui permet aux utilisateurs de pouvoir manipuler tout seul des caméras et du son sans être technique ou sans faire appel à un technicien. C'est-à-dire qu'on a des configurations. La salle dans laquelle on est installé, notamment à Saint-Louis, le médecin, depuis sa table, depuis en stérile, il a un écran tactile devant lui, qui est derrière un film stérile. Il a la possibilité d'aller activer le streaming, d'aller bouger ses caméras, de lancer un enregistrement, d'inviter des gens à se connecter à son bloc. Donc l'interface, c'est très important. C'est quelque chose qui a été très travaillé chez nous. C'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé avec Pasteur aussi, parce que c'est très facile d'aller voir des ingénieurs, des développeurs et de leur dire développez-moi une régie. Donc là, on va avoir des outils qui vont être extrêmement puissants, mais qui ne vont pas forcément être ergonomiques. Et l'ergonomie, c'est la clé parce que c'est un outil qui est annexe au traitement du patient. C'est-à-dire que ça va aider à recueillir des conseils à distance ou à former d'autres médecins, mais ce n'est pas avec Medinbox qu'on va soigner un patient. Donc, il va falloir qu'on ait une interface qui soit super simple à utiliser et qui soit la plus ergonomique possible. Les caméras, donc, on a des caméras qui sont intégrées, qui se pilotent à distance. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'opérateur derrière les caméras. Mais ça, aujourd'hui, c'est assez classique. Tout le monde connaît on a des caméras de tourelle qui peuvent s'apparenter ou ressembler à des caméras de sécurité, mais qu'on va pouvoir piloter à distance. Alors, à distance, ça veut dire depuis l'interface de Medinbox dans la salle, mais aussi, ça va pouvoir se connecter à distance, on va pouvoir les contrôler à distance depuis des interfaces de pilotage sur les plateformes, je vais y venir après, sur les plateformes type Zoom, etc., ou des plateformes cloud, dont celles qu'on a développées. Je reviens donc sur la partie captation des sources. Je vous parlais tout à l'heure de l'importance d'avoir toute l'imagerie du bloc. On va capturer, nous, dans Medinbox, on intègre jusqu'à 16 sources d'imagerie différentes, plus les caméras. Et on va pouvoir mixer tout ça et diffuser tout ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui va se connecter à distance va avoir la vue des caméras, mais en même temps la vue de toute l'imagerie qui est disponible dans la salle. Je vais passer rapidement du coup on a développé, donc on travaille avec les outils existants type Zoom, Teams, mais on a développé, et enfin on est en train de développer notre propre plateforme qui s'appelle Medinbox Link, qui est un outil comparable à un Zoom, mais complètement intégré dans l'écosystème de Medinbox et qui va permettre de diffuser les images, de donner l'accès à distance avec une sécurité importante. Je n'ai pas parlé du volet sécurité, André en a parlé tout à l'heure au départ. C'est aujourd'hui le point principal, c'est la question principale de nos clients, qu'ils soient en France, aux États-Unis, en Australie. On parle de cybersécurité partout. On passe nos journées. J'ai vu passer il n'y a pas longtemps Samy, notre CTO qui est par là. On passe nos journées, Samy en a eu 2 aujourd'hui, à faire des conf calls pour parler de cybersécurité avec nos clients, avec les hôpitaux, etc. C'est critique. On fait des audits de sécurité, on fait des tests de pénétration informatique, etc. C'est vraiment, aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des données patients qui sortent. Nous, dans Medinbox, on y répond d'une façon assez efficace. C'est-à-dire qu'on a pris le parti depuis la création de dire le patient, on ne veut pas savoir qui c'est. Ce qui nous intéresse, c'est son problème. C'est le problème du patient. Ce n'est pas du tout le qui il est. Donc, on se doit de tout anonymiser et que toutes les données qui vont être transmises ne comportent pas le nom du patient. Donc, on intègre dans Medinbox des masques sur les noms des patients. On rappelle aux utilisateurs le fait de faire attention à la diffusion de toutes les données patients. Jazz, how are you? Good, Nicholas. How are you? Good. Can you guys see me? I can see you.
I'm just in the middle of my presentation. I'm quickly finishing. I just have 2 slides, and I will introduce you. Okay, perfect. You can wait 2 minutes? Okay. Yes. Yes. Thank you very much, Jazz. Okay. Donc, je vous parlais de la sécurité. Donc, la sécurité, on est vraiment dessus. C'est tout ce qui est suppression des noms de patients. C'est ensuite tout ce qui va être encryptage et tout ce qui va être compliance, que en Europe ou RGPD. Aux États-Unis, on parle de HIPAA. C'est tout ce qui est sécurité des données patients. Aujourd'hui, Medinbox, c'est 150 systèmes qui sont installés un peu partout dans le monde. On a produit plus d'1 million d'heures de vidéos, que ce soit de l'éducation ou du proctoring. On est présent ou on est passé en une centaine de pays aujourd'hui, tout autour du monde. Ça ressemble à ça. On voit pas très bien sur cette slide, mais peut-être que dans Zoom on voit mieux pour les gens qui sont connectés. Vous avez une carte du monde derrière et grosso modo tous les petits points, c'est les points dans le monde où on a été. Les villes sur le côté qui sont les plus significatives. Et ensuite les différents hôpitaux dans lesquels on est intervenu et les partenaires industriels. Je passe à la démo. Alors, je vais vous présenter donc le docteur Jasvinder Singh, qui est de Saint-Louis, dans le Missouri. Le docteur Singh, je vais le mettre à l'écran. Le voilà. Le docteur Singh, c'est un grand fan de rugby, qui est d'origine fidjienne, qui est un maître d'échecs aussi. Et c'est quelqu'un d'exceptionnel. C'est également un ami. Jazz, do you hear me? Yes, Nicholas, I can hear you. Can you hear me? Yes, we can see you and hear you. I was just introducing you, saying that you are the head of cardiology of Barnes Jewish Hospital. You are chess player, rugby player, and rugby fan. And also my good friend. It's always a pleasure to see you. Thanks a lot. I just did a presentation of Medinbox. So what I will do, I will just translate in between for the audience to understand what we are talking about. I'm not sure if everybody is speaking English. So if you want just to say a few words and make a break, so I will translate. Just present the place where you are and what you have on your screens. Okay, perfect. All right, thanks, Nicholas. Good evening, everybody. Thank you, Nicholas, for having me. And I'm Jazz Singh from St. Louis, Missouri, in the middle of the country here. And as I said, we are playing. The All Blacks are playing France, in a couple of weeks. So we'll see what happens. I'm a big rugby fan, but. I appreciate Nicholas having us, and I just want to introduce where how we do what this thing. We are a big lab. We have probably about 10 cath labs here, and this is room 1 is probably one of the bigger rooms. And what we do here is mainly complex PCI and some structural in this room, but there's other hybrid rooms that we do structural procedures also. So Nicholas, whenever you want to stop me, then I can continue if you want to interpret. Okay, so I will quickly recap what you said. Donc, il nous explique donc qu'il est dans une salle de cardiologie interventionnelle qui fait donc sa spécialité, c'est ce qu'il appelle le complexe PCI, c'est toutes les opérations coronaires complexes. C'est-à-dire que les artères coronaires se bougent. Le Dr Singh est un cardiologue interventionnel, c'est-à-dire qu'il n'ouvre pas les patients pour venir réparer les coronaires. Il va passer par l'aine, l'artère fémorale ou l'artère radiale au poignet, et il va venir avec des cathéters et des guides venir réparer le cœur. Voilà. Donc là, il est dans sa salle. Ce qu'on voit devant lui, ici, c'est son écran de travail. C'est l'écran sur lequel il a toute l'imagerie relative aux patients qui traite. Donc, il a fait une parenthèse aussi sur la Nouvelle-Zélande. Il est très attaché à la Nouvelle-Zélande, sa femme est néo-zélandaise, et c'est le grand sujet, et on va se retrouver donc le 18 pour le match France-Nouvelle-Zélande, qui est important pour lui, et j'aurai la chance de le voir avec lui parce que je serai physiquement à Saint-Louis avec lui. So I was just recap what you said and explaining well what is complex PCI and what is interventional cardiology.
So you can go, Jazz. You can continue. Okay. So the reason why we got introduced to Nicholas and Medinbox was that because we are a global center that does a lot of education. So we are experts in terms of imaging, physiology, in terms of all the complex PCI. And we, in partnership with industry, teach physicians from all over the world. And that was number one reason why we wanted to make sure that there are several reasons. One, we had the ability to live record our cases as our database so that we can teach our physicians and then physicians globally. The other thing we needed was we wanted to make sure that we had ability to do live cases on the spot. We can transmit it to your iPhone or any platform that we wanted so that we can teach. And that was number two reason. Number three is we do a very big meeting in St. Louis called ARCH, and then we do live cases for a lot of meetings around the world. And so we, from this lab and from other labs here, we broadcast cases to the rest of the world. So that was the third reason. And the fourth reason is proctorship, which means that we have new devices coming now, and it's hard to travel because of COVID and all those kind of things. So we can actually proctor people from here and show them what we need to be doing while they are doing cases there. So those are the major reasons why really we got into partnership with Nicholas. And when we started, Nicholas started with, few systems around Europe and, very few systems around in the US. And now I think Nicholas and Medinbox presence is all around United States. Major meetings and regional meetings are using Nicholas because of our affiliation. So we've grown quite a bit. And I think this business grows significantly because of all those factors that I described. And this has become part and parcel of every cath lab that really is a major cath lab that does all the things that I described. So every time we buy a cath lab, we buy a system. And that should be the target. And obviously that's Nicholas's target in terms of business, but every major cath lab that goes around the globe should have some form of Medinbox similar technologies to really make a difference in this day and age. Thanks, Jazz. I will summarize quickly. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, il expliquait donc l'importance d'un système comme Medinbox. Alors, ce qu'on voit en haut à droite sur son écran, c'est l'écran de Medinbox. Juste ici, vous pouvez voir que c'est sa vidéo en fait qui est répliquée. Donc c'est depuis cet écran que lui va pouvoir piloter depuis sa table. Donc il expliquait que l'importance de Medinbox, ça lui permet donc de participer à des congrès, ça lui permet de guider d'autres médecins aussi à distance. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure au travers de ce qu'il appelle proctorship et ensuite éducation. L'éducation, c'est aujourd'hui avoir un système dans une salle, ça permet de créer d'animer sa communauté à proximité de l'hôpital, mais ça permet également de participer à des congrès. Et ce qu'il explique, c'est que selon lui, et c'est ce qu'on ambitionne aussi, toutes les salles, toutes les nouvelles salles devraient être équipées de vidéos par défaut, parce qu'il y a ce besoin de retransmission et l'importance de ces retransmissions qui ont été aussi mises en avant pendant la période Covid. Très bien, Jazz. You can continue if you want. Okay, so, thank you, Nicholas. So, if you can see on my screen now, I have 6 screens here. One is the procedure, the other one is blood pressure, the other one is ultrasound, the other one is roadmap, and the other one is our Medinbox screen. So I can make that bigger too. When we do education, we have a remote that I can change every single input from there to see whatever one the audience needs or whatever one we record. And so it's very, very interactive. So we have microphones in the control room. Now at the moment, we have the representative from Philips, and we work with major company. Philips is obviously from Netherlands. We work with them quite a bit to not only train in their new equipment, but then train physicians from all around the world. So
Nicholas, any questions that I can answer? Anybody, anything else that you guys want me to share? Thank you very much, Jazz. I will ask if someone has some questions. Thank you very much for the tour and thank you for your comments. It's always a pleasure. I will just summarize and ask if someone has some questions. Donc, pour terminer, donc il explique ce que je vous ai expliqué par rapport à l'imagerie sur ces écrans, qu'il a donc devant lui toute l'imagerie qui est nécessaire et qui est importante à voir aussi. Ah, mais c'est bon. On va transmettre des images. Et le support de l'industrie est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a été à Barnes Jewish Hospital, de par l'industrie, c'est Philips qui nous a chez Barnes Jewish. Et aujourd'hui, on a des vendeurs de labos qui sont capables d'aller soutenir les équipes aussi. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'il y a un programme qui est chargé. Les auditeurs à distance, là, vous coupez vos micros personnels. Hein? Hello, nice to meet you. Could you hear me? Yes, I can hear you. Okay. My question is, could it be useful to have a voice control instead of having a remote control mouse? Or is it too noisy, or instead of touching the touchscreen or the mouse? Yes. If we have the ability of voice control, it would be amazing. The only problem is there are a lot of physiology and imaging stuff. There might be a lot of interference, and so I think if there was a voice controlled mouse, it would be amazing for us, really, because then I can control everything here rather than having my assistant go there or somebody in the control room. So that's a very, very good idea. But I think we just have to work those because of the way procedure room is set in. There is a lot of interference between devices. So sometimes we have to shut down one to use the other one and stuff like that. So I think that's the only potential issue I see, but I think that's a very good idea. Okay, thank you. I'm also a provider of rugby teams, if you are interested in speaking with me. So excellent. For your answer. Oh yeah, no. I am, my brother-in-law played for the All Blacks, and I'm a big, I'm originally from Fiji, and my wife is from New Zealand. So, but I love France, and I love French rugby. So it's glad to talk to you. I'm really excited. Thank you very much. Other questions? Vous avez des questions? Peut-être je vais la poser en français. Allez-y. Est-ce que le document est enregistré et est-ce que ce document vidéo est inclus dans le dossier du patient? So the question is about the patient record. André is asking if the recording is attached to the patient file at the end. At the moment, no. At the moment, no. But we have ability to do that. But so all the inputs that you see here on the screen, the hemo, all the capture that we see, even this is a Philips SyncVision, and then you see MedInbox, all those things have the ability to go to our PACS system. At the moment, we are just using it for education in our database. But absolutely, if we have something important that we can attach that to the patient file. And that is something we can look at. That's also a brilliant idea. A full question, but I think that I have understood a little bit the question. I think it should be about the legal aspect of the recording. So is it something useful to record the procedure and have it in case of any dispute with the patient at the end? So means recording everything, having the recording of everything, and you, for your insurance or as a legal document, is it useful to have this kind of recording? Yeah, the only issue with that is the patient has to give us consent. So every recording that we do, we have to get a media consent from the patient. And so if the patient wishes
For us to record it for education, for any other purposes, we have to disclose it to the patient. So if you are just using it for our record for that, some patients may not agree to that, but for education, for all the other stuff, so we have to explain where it's going to be recorded, why we're recording it, and what purposes we are doing it for. So we always have to have a consent before we can actually record anything here. En fait, il parlait du consentement patient qui est important, c'est-à-dire qu'on ne peut pas filmer un patient sans que le patient soit au courant. Donc, même si les données sont, même si tout est anonymisé, on ne peut pas dire au patient, on vous filme et vous n'avez pas le choix. Donc, d'un point de vue médico-légal, il faudrait qu'on puisse demander au patient, dire au patient, attention, quoi qu'il arrive, vous allez être filmé. C'est un peu comme quand vous téléphonez à un système de démarchage téléphonique, ou un système de démarchage téléphonique qui va vous dire, pour des questions de qualité, on vous enregistre. C'est exactement la même chose. Allez-y. And then Nicholas, yes. Nicholas, so all the pictures that we do and all the other stuff obviously is archived, and that's a permanent patient record. We have that. As far as when we speak, when we record and all those kind of things that we do and show people's faces and all those kind of things need consent, and those are a different sort of platform. C'est-à-dire qu'ils ont toute l'imagerie est rattachée au dossier patient, qui ne sont pas soumis à un consentement, notamment tout ce qui peut être dit, tout ce qui peut être filmé, et pour le coup est soumis à un consentement. Mon autre question, c'était est-ce que les gestes pratiqués qui sont enregistrés dans des cas de malades toujours particuliers servent à enrichir une base de données qui peut être ensuite exploitée par des systèmes d'intelligence artificielle qui vont peut-être aider d'autres opérations. So the question is about the IA and the analysis of procedure to create a kind of IA to guide procedure. Is there someone that could be useful to record everything and give this recording to an IA who will give you a guidance for procedures? Yes, absolutely. We can do it live. We can do recording or we can do it live. It's like robotics, basically similar. We can integrate this with robotics. So now we are in the process of acquiring a robotic system, and it's similar. If they have a robotic system, we can actually use to proctor them and teach them as to how to do it. Med-in-Box technology could be very, very similar to that. Yes. Maybe a last question, Jazz, and I know you are quite busy, so I give Jazz the microphone for the last question. Okay. Okay. Thank you very much. The question is who is financing the system? Who is financing the system? Our institution. Our institution. So, our hospital is financing the system. It's because they see the value of not only education, not only the name of the institution, but they see value in referrals. It's value in showing people what we do, interacting with the people who send us cases. So that's why I got cases from all over the world, is because we do teaching so people know that Barnes Jewish Hospital has this system, that's how they teach, this is the kind of procedures that they do. So it gives the institution not only good name, but it gives the institution more referrals. So it's very, very important. And then it gives us ability to do further research and improve. So they partner with us, and they fund every lab we put in this institution has a Med-in-Box. Thank you very much, Jazz. It was a real pleasure to hear you and to see you. Merci infiniment. Beaucoup de plaisir. André is thanking you for your kind participation, and I see you next week in person. Okay. Thank you. Nice meeting you guys virtually. Everybody, good luck. Thank you, Jazz. Thank you very much. Thank you very much. Have a good evening. Thank you. You too. Have a nice afternoon. Bye. Bye-bye.